Alors, le séminaire d'aujourd'hui est très différent de celui de la semaine dernière, qui a été le versant philosophique du rapport à la Terre. Aujourd'hui, c'est un versant ethnologique, ethnographique, puisqu'on va parler du rapport à la Terre des aborigènes australiens. Question particulièrement complexe qui mobilise les meilleurs esprits de l'anthropologie depuis Spencer et Gillen, Strello, enfin les grands noms de l'anthropologie des aborigènes australiens. Et j'ai demandé pour en parler à Laurent Doucet, qui est un spécialiste de l'Australie, même si depuis quelque temps il travaille aussi au Vanuatu, de très nombreux aspects de l'Australie aborigène, en particulier les systèmes de parenté, qui est une autre des grandes spécialités de l'anthropologie des aborigènes australiens, qui a fait un long terrain chez des gens qu'on appelait jadis les Aluridja, qui constituait une question intéressante du point de vue des systèmes de parenté qui avaient mobilisé les chercheurs pendant longtemps, et qui, en dehors de la parenté et de nombreux autres aspects de l'anthropologie des aborigènes australiens, s'est tout particulièrement intéressé à la question foncière et au rapport au territoire. Il a écrit un grand nombre d'articles sur la question. Et donc c'est à la fois ce dont il va nous parler, je pense, c'est à la fois évidemment des conceptions classiques, traditionnelles, qu'on connaît en partie, du rapport à la terre des aborigènes australiens dans la grande région du désert et central et de l'ouest, mais aussi des problèmes que rencontrent les communautés aborigènes à l'heure actuelle pour faire reconnaître ce rapport très singulier au territoire qui est le leur de la part des autorités australiennes et aussi du système juridique australien qui n'est, comme tous les systèmes juridiques modernes, même s'il diffère du système juridique, par exemple, français, peu approprié pour traiter des questions de rapport au territoire fondées sur l'appropriation des territoires bornés, etc. Et on verra qu'évidemment la situation est très différente en Australie. Donc je te remercie beaucoup. Alors j'ai oublié de dire que Laurent Doucet est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qu'il est donc chercheur au CREDO, qui est le grand laboratoire d'anthropologie océaniste à Marseille. Merci Philippe. Donc, je pense que le micro marche. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour l'invitation. Merci d'être aussi nombreux dans cette salle. Si j'ai bien compris, donc la commande, tu viens de la résumer, c'est essayer de regarder un peu, de réfléchir un petit peu sur le rapport d'un côté que peuvent les pratiques, les représentations, le rapport global que peuvent entretenir les aborigènes d'Australie avec leur foncier d'un côté, et de l'autre côté, de voir comment ce rapport s'intègre ou s'insère ou répond ou ne répond pas à un certain nombre de conceptions occidentales qui gèrent la constitution de l'État australien. Alors, en tant qu'océaniste, j'aimerais faire deux, trois petites remarques préliminaires, qui est celle de dire, comme Philippe l'a dit également, que la question foncière en Océanie globalement, et pas juste en Australie, la question foncière, le problème de la terre, est le problème fondamental aujourd'hui contemporain. Même dans les cas où vous avez une abondance de terre, la terre est toujours jugée, représentée comme une rareté d'un certain point de vue économique, comme un moyen de production des moyens d'existence, comme une ressource de production des moyens d'existence, d'un côté, bien sûr, mais aussi considérée ou pensée comme une rareté sociale, puisque dans l'Océanie tout entière, penser l'appartenance, c'est-à-dire penser le collectif, penser l'appartenance, c'est savoir et pouvoir l'appuyer sur une assise foncière, territoriale, légitimée, légitimable et reconnue, et c'est un peu le mot-clé qui va, j'espère, ressortir de mon exposé, la notion de reconnaissance de cette assise foncière qui construit l'appartenance, le sentiment d'appartenance et la représentation de l'appartenance. Donc, ce qui s'avère important dans le Pacifique,
et en Océanie globalement, mais tout particulièrement en Australie, je vais y revenir bien évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler l'opposition, la confrontation entre des régimes fonciers, comme certains vont opposer ou confronter ou étudier la confrontation de régimes d'historicité. Je pense par exemple à notre collègue Hartog, c'est-à-dire des systèmes de représentation qui sont, et de pratiques, qui induisent des pratiques, qui sont fondés sur des ontologies, sur des systèmes, sur des représentations qui sont à tel point opposés ou à tel point différentiels qu'il n'est pas, en particulier pour l'Australie, possible de parler directement du rapport ou de la conception que l'État ou que la juridiction pourrait avoir du rapport des aborigènes avec leurs terres, mais qu'il est obligé d'étudier cette question-là sous l'angle d'une sorte de méta-rapport dans lequel on va essayer de faire confronter, de faire discuter, de faire dialoguer le rapport, la conception juridique occidentale du rapport des aborigènes à leurs terres et la conception que les aborigènes eux-mêmes, la représentation que les aborigènes eux-mêmes vont construire de ce même rapport. Donc on n'est pas dans, quand on étudie la question foncière en Australie, on n'est pas seulement ou uniquement dans l'étude du rapport aborigène-foncier, on est dans cette triangulation nécessaire, obligatoire, entre un système juridique, étatique, et des relations, des perceptions, des conceptions aborigènes de ce même foncier. Cette triangulation est particulièrement intéressante ou importante à prendre en compte dans l'étude de la notion de la reconnaissance, des processus de reconnaissance, c'est-à-dire la capacité des aborigènes à revendiquer être chez soi, pour le dire de manière simple. La notion de reconnaissance est particulièrement complexe, bien sûr ailleurs dans le Pacifique également, mais particulièrement complexe en Australie et également en Nouvelle-Zélande, pour la raison, dans tous les États d'ailleurs de peuplement de colonies, pour la raison très simple qu'on est dans des situations, et l'Australie est particulièrement accentuée sur ce point, on est dans des contextes, dans des situations dans lesquelles on a eu l'apparition d'un État territorialisé, l'Australie, avant la construction de la nation en tant que telle. Le sentiment d'appartenance en Australie, global, pas seulement aborigène, mais le sentiment d'appartenance à une nation, est quelque chose qui a émergé ou qui émerge encore après, à la suite, postérieure à la construction d'un État avec une assise territoriale. Et donc la notion territoriale est au cœur de la discussion même de la construction de l'appartenance nationale. Qu'est-ce que c'est une nation australienne ? Cette question ne peut pas être répondue sans prendre en compte la prédisposition, la préexistence d'un rapport à la terre qui, lui, n'est pas assis sur un sentiment de collectif ou un sentiment de communauté nationale. Et dans ce contexte-là, dans ce méta-rapport-là, la notion de reconnaissance dans cette triangulation, la notion de reconnaissance est particulièrement complexe, puisque, comme l'a montré Ricoeur, et je me fonde essentiellement dans mon analyse sur ces travaux-là, sur la reconnaissance, Ricoeur le montre bien que ces rapports de triangulation, ces méta-rapports au foncier ou à la reconnaissance en général, sont dominés par une double asymétrie. La première asymétrie, une asymétrie relativement simple en fait, mais qui sont déterminantes, vous allez le voir un peu dans la construction de mon exposé. La première asymétrie que Ricoeur met au jour est celle de dire tout simplement que dans les processus de reconnaissance de l'autre, d'une altérité, et donc aussi d'une appropriation foncière ou d'une assise foncière, la première asymétrie est fondée sur l'idée ou le fait qu'il y en a un qui a une position active dans le pouvoir, c'est-à-dire il y en a un qui reconnaît, et il y a l'autre, donc une position active dans le pouvoir exercé sur la reconnaissance, mais passive dans la démonstration de ce qui va construire cette reconnaissance. Et on a de l'autre côté celui qui veut être reconnu, qui est donc passif dans ce rapport de pouvoir, mais qui est nécessairement actif dans la démonstration de la traductibilité de son assise foncière en des termes de celui qui va reconnaître. Première asymétrie, donc un rapport de force qui va dominer l'échiquier.
Deuxième asymétrie, c'est que la reconnaissance, selon Ricoeur toujours, la reconnaissance ne procède pas. La reconnaissance n'est pas un processus dans lequel l'altérité est reconnue en tant que telle et en tant que totalité. La reconnaissance va fonctionner à partir de l'identification d'un élément particulier, reconnaissable, une singularité, une particularité, qui va être extrapolée pour reconnaître l'altérité dans sa globalité. Donc, un critère, un élément ou un ensemble minoritaire d'éléments ou de critères ou de jugements qui vont permettre de procéder à la reconnaissance et de fabriquer, de refabriquer, de réinterpréter un tout, le tout de l'altérité en fonction de cet élément particulier. Voilà un petit peu les deux éléments de base que je voulais annoncer avant de procéder ou avant d'avancer davantage dans la description, à la fois historique et ethnographique. Ceci étant dit, à cause de ces deux éléments, je pense que la question foncière en Australie, l'ethnographie du foncier, l'ethnographie du rapport à la terre en Australie, ne peut pas être, ou ne peut plus être, moi j'aimerais dire ne peut pas être du tout interprétée ou analysée comme pour soi et en soi, mais doit toujours prendre en compte, systématiquement prendre en compte cette triangulation, cette historicisation nécessaire du rapport au foncier dans un rapport à l'État. C'est-à-dire, en d'autres termes, le présent ethnographique en Australie ne peut pour moi pas être un lieu d'analyse ethnographique ou anthropologique sans le replacer dans une histoire d'un rapport de force avec un État qui veut se construire en tant que nation. Vous voyez un petit peu dans quelle situation je pose l'ensemble de ces problèmes. Ce qui fait qu'avant même de parler d'ethnographie, je vais en fait, je vous présente rapidement un petit peu l'organisation de mon exposé, avant même de parler de l'ethnographie qui m'intéresse plus particulièrement au sujet des aborigènes du désert de l'Ouest, je vais passer un petit peu de temps pour montrer comment le premier terme de cette triangulation, les premiers termes de la translation, de la traduction, de la reconnaissance vont être construits en discutant ou en exposant un petit peu comment a évolué la conception occidentale et juridique du rapport aborigène-terre, comment il a évolué en trois grandes étapes, nécessairement très rapidement, sans rentrer trop dans les détails, mais en fixant un peu les grandes étapes. Par la suite, je verrai ou j'exposerai un petit peu comment les aborigènes eux-mêmes construisent leur rapport ou pensent leur rapport au foncier à l'image de cette évolution-là, pour enfin, dans un troisième temps, regarder comment on peut éventuellement confronter ces visions, ou comment ces visions se sont confrontées, comment elles ont donné lieu à des revendications foncières et finalement à des reconnaissances foncières. Donc, je me permets de rapidement évoquer une publication récente, puisque un certain nombre d'éléments que je vais, pour toute transparence, un certain nombre d'éléments que je vais évoquer aujourd'hui ont été publiés récemment dans un chapitre, même si je vais aller un petit peu au-delà de cette publication-là. Donc, première partie, la construction, l'émergence d'une représentation du rapport entre société aborigène ou australienne et le foncier ou le territoire ou l'espace en général. Et pour comprendre le rapport compliqué que Philippe Descola évoquait tout à l'heure en Australie, il faut remonter en fait très loin, il faut remonter au premier moment de la colonisation australienne et s'intéresser à une figure importante dans le droit anglo-saxon, qui est William Blackstone, qui, dans son Commentaries on the Laws of England, a quelque part posé la manière dont le capitaine Cook et d'autres explorateurs et d'autres colons, premiers colons, vont penser d'un point de vue légal ou légaliste l'appropriation des terres colonisées. Alors William Blackstone avait une vision, ou décrivait une vision, ou tentait de reprendre
dans des textes, la jurisprudence anglo-saxonne telle qu'elle s'était développée, pour proposer 2 points qui me semblent essentiels. Toute une quantité de points, c'est en 4 ou 5 volumes, mais il y a 2 points essentiels qui vont avoir leur importance dans la manière dont le sol australien sera occupé par les Anglais. La première est que toute expropriation foncière doit donner lieu à une compensation. Et donc on a ce qui nous paraît une évidence dans cette phrase, on a l'idée que le foncier peut être monétarisé. C'est-à-dire que le foncier a une valeur monétaire qui est échangeable. Le foncier devient échangeable et n'est plus seulement ou uniquement une assise identitaire, coutumière, d'habitude de vie, mode d'exploitation des ressources, etc., mais a une valeur foncière. Premier point. Le deuxième point qui sera essentiel dans ses écrits est celui de dire qu'il faut distinguer entre, d'un côté, une nature libre, entre guillemets, et une nature appropriée. Une nature appropriée, pour lui, est une nature dans laquelle la répétition du travail sur l'espace ou sur la nature fabrique la propriété foncière, qui peut éventuellement donner lieu à une compensation. C'est-à-dire quelqu'un qui tous les jours, il cite d'ailleurs cet exemple-là, c'est quelqu'un qui tous les jours se promène sur un champ et se couche sous un arbre, sous un prunier, pour dormir, faire une sieste, n'a pas approprié le prunier. Par contre, celui qui, une fois tous les 3 ans seulement, vient tailler le prunier, s'approprie le prunier et l'espace qui va avec. Donc, au moment de la colonisation, par le capitaine Cook en 1770 de l'Australie, et ensuite l'arrivée des premiers colons avec le capitaine Arthur Phillip en 1788, les instructions qu'ils avaient reçues de la couronne étaient explicites. La couronne anglaise, bien sûr, était explicite. Et ces instructions se fondaient sur les écrits de Blackstone en instruisant les explorateurs de occuper des terres au nom de la couronne dans le cas où la nature n'était pas appropriée, dans le sens de Blackstone. Si la nature était appropriée, occuper des positions temporaires dans les lieux colonisés, sur les îles colonisées, négocier avec les locaux, les autochtones, de positions convenables, en attendant d'engager un processus de colonisation et de négociation avec les sociétés locales. Ce qui fait que capitaine Cook, quand il arrive en Nouvelle-Zélande, chez les Maoris, il voit des jardins, il voit des bâtis, il voit des clôtures, il voit une appropriation au sens de Blackstone de la nature, et d'un point de vue transparent et juridique, prend position de certains lieux stratégiques, mais négocie avec les sociétés autochtones, même si cette négociation, bien évidemment, sera en défaveur des Maoris, mais dès le début, il y a une prise en compte d'une préexistence foncière, sociale et culturelle. Et donc le besoin de négocier avec les autochtones. Et il le fera d'ailleurs partout dans le Pacifique, à une exception qui est celle de l'Australie. Puisque dans les termes de Blackstone, les aborigènes d'Australie ne se sont pas appropriés la nature, puisque, vous le savez, ce sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ne procèdent pas à la domestication, qui sont des nomades, et dont l'inscription culturelle sur l'espace, sur le sol, est minime, voire inexistante, en tout cas invisible aux yeux de Cook. Ce qui veut dire que Cook, dès le début, va occuper le territoire sans négociation et va imposer le continent austral comme étant une terra nullius, c'est-à-dire une terre qui en fait est inhabitée. Non pas parce qu'elle est inhabitée, mais parce que dans les termes de Blackstone, elle n'est pas appropriée d'un point de vue juridique. Et cet état de fait va durer
jusque dans les années 1970. C'est-à-dire jusqu'en 1970, dans les années 1970, plusieurs dates phares dans ce processus, je vais y revenir, jusque dans les années 1970, les aborigènes n'existent pas non seulement en termes d'occupants fonciers, mais n'existent pas en tant que société, ou en tant que culture. C'est-à-dire ne sont inexistants dans la Constitution, ne sont pas mentionnés dans la Constitution, et ne sont pas réglés dans les affaires qui traiteraient ailleurs dans le Pacifique le rapport aux minorités ou aux autochtones. Pour vous dire, jusque dans les années 1970, les affaires aborigènes étaient traitées par le ministère de l'Environnement et non pas par le ministère de l'Intérieur, par exemple. Ça va guère changer aujourd'hui où les affaires aborigènes sont traitées par le ministère de l'Immigration. Mais au moins, on est passé au stade de l'humanité ou de la société. Bon, première étape, donc terra nullius, le problème aborigène ne se pose pas en termes sociaux, en termes culturels, il se pose uniquement en termes de criminalité, d'éducation, d'intégration, d'assimilation. Il ne se pose pas en termes de communauté particulière. Ceci va changer à partir de 1968, lorsque les Yolngu, une tribu qui se trouve dans le nord de l'Australie, le nord tropical de l'Australie, commence à craindre l'arrivée d'une société minière du nom de Nabalco, qui approprie des grandes étendues de leur assise foncière pour y exploiter en particulier l'aluminium et d'autres minerais. Les aborigènes d'Australie, les aborigènes Yolngu commencent à s'organiser, se regrouper, à revendiquer une préexistence et vont porter plainte de manière collective, ce qui est déjà quelque chose de relativement nouveau dans le contexte, vont porter plainte en 1970 contre cette société. Ça passera devant le juge connu sous le nom du Gove Land Rights Case, qui va durer un certain nombre d'années, qui ne leur donnera pas raison, mais qui néanmoins fait entrer dans la jurisprudence, puisque les systèmes anglo-saxons sont fondés sur la jurisprudence, vont ancrer dans la jurisprudence l'idée que les sociétés ou les aborigènes pourraient être organisés en société, qu'il pourrait y avoir des droits coutumiers et qu'il serait donc nécessaire de lancer une investigation pour éclaircir ce point-là. En même temps, au contraire, je dirais, des colons occidentaux, les aborigènes ont très vite compris où était le problème de la reconnaissance, où était le fondement ou la fondation de cette mésentente ou de ce malentendu entre une assise foncière qu'ils considèrent selon leurs propres termes légitime, ancienne, ancestrale, et d'un autre côté un État qui ne veut pas reconnaître bien sûr pas l'existence d'une propriété foncière, mais en plus l'existence d'une culture ou d'une société, d'une organisation sociale aborigène, selon les termes de Blackstone. Et très vite, ils vont procéder, ça c'est à Yolngu, sur la photo, une fameuse photo prise par Nicholas Peterson de l'Australian National University dans les années 70, fameuse photo où tout un grand nombre d'aborigènes Yolngu vont commencer par créer des jardins. Et vous voyez bien que ce type de jardin n'est pas un jardin alimentaire, il ne va pas nourrir grand monde, mais c'est fabriqué dans les termes du regard occidental, de cette asymétrie de la reconnaissance, construire dans ces termes-là une assise spatiale. Je pourrais vous citer d'autres exemples dans le désert de l'Ouest où j'ai travaillé, où les gens vous disent à répétition, si on avait eu des routes, si on avait eu des monuments, si on avait eu des bâtiments, notre histoire aurait été complètement différente. Donc on a tout un mouvement qui se met en place. D'un côté, une compréhension de la part des aborigènes beaucoup plus lucide finalement des processus cognitifs et sociaux et juridiques qui sont en place, et une réponse appropriée. Donc, dans ce contexte-là, le juge de ce Gove Land Rights Case de 1970, va diligenter une commission. Et dans cette commission vont siéger des anthropologues, de grande renommée d'ailleurs, des Ronald Byrne,
Stanner, des gens peut-être que vous connaissez moins parce qu'ils sont particuliers à l'Australie, mais ce sont des personnes, des anthropologues de grande renommée, dans des institutions de grande renommée, qui ont siégé dans ces commissions et qui ont effectué un travail de traduction de ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils voulaient montrer d'un système socioculturel foncier aborigène, de le traduire en des termes occidentaux et juridiquement acceptables. Cette commission, le rapport de cette commission, va donner lieu en 1976 au Northern Territory Land Rights Act. C'est un texte de loi qui va permettre aux aborigènes, dans un premier temps uniquement dans la petite partie rouge du territoire du Nord, qui va permettre aux ces aborigènes, les groupes aborigènes, il faudrait le dire comme ça, de cette région, de soumettre un dossier, de porter plainte, entre guillemets, contre l'État, et d'être entendus devant une cour spécialisée qui va statuer sur leur préexistence sur un territoire donné, un territoire revendiqué, donc, et sur leur existence en tant que société. C'est la notion de société qui est particulièrement importante et qui n'est pas ici, dans ce contexte-là, une notion anthropologique que je mobilise, mais qui est une notion juridique, qui sera encore renforcée dans la troisième étape, sur laquelle je reviens. Et cette notion de société va être instruite, va être gravée dans la loi par ces anthropologues, Bernd, Stanner et d'autres, qui vont tenter de montrer la légitimation, la légitimité de l'existence sociale autochtone. Et pour montrer cette légitimité, ils vont construire un système social, d'organisation sociale, qu'ils jugent à ce moment-là, qu'ils savent ne pas refléter la représentation autochtone de leur rapport à l'espace, qu'ils savent ne pas refléter l'organisation territoriale et sociale des groupes en question, mais qu'ils pensent néanmoins être la plus pragmatique, la plus utile au regard de la loi existante australienne. Et cette vision de l'organisation sociale, telle qu'elle sera inscrite dans la loi, sera fondée sur un grand anthropologue nommé Radcliffe Brown, qui a été celui qui a créé le premier département d'anthropologie à Sydney en Australie. Donc, il y a une assise politique relativement importante sur ce continent, mais qui était africaniste auparavant, qui va ramener les modèles africanistes sur le territoire ou sur le continent australien, où il effectuera également des enquêtes et des recherches. Donc il va amener ce modèle africaniste et il va essayer de traduire finalement la réalité ethnographique qui est relativement confuse, vous allez le voir tout à l'heure, australienne, en des termes plus rigides, plus cohérents, plus intelligibles et surtout, pour Stanner et Bernd, donc les anthropologues de la commission, plus intelligibles dans le contexte de la loi. Et ce modèle Radcliffe-Brownien de l'organisation sociale et territoriale australienne est relativement simple. Il part du fait qu'on a des tribus, des entités sociales qu'il nomme tribus, qui sont fermées sur elles-mêmes, qui occupent un territoire dont on peut délimiter les frontières. Tribu qui est une organisation à la fois politique, linguistique, rituelle et de parenté, une définition relativement classique. Au sein de ces tribus, il va découper un certain nombre d'entités qu'il va appeler des groupes résidentiels ou des groupes locaux. Parfois, il les appelait également les hordes, dans ce contexte-là, qui sont également des groupes de parenté, c'est-à-dire c'est pas seulement on a la résidence, on a dans cette résidence, le groupe de résidence, on a une coexistence de groupes de parenté, qui sont organisés par des principes de descendance ulinière, dont l'interrelation est réglée par des échanges de mariage, et qui sont individuellement, mais également collectivement en tant que tribu, les propriétaires fonciers. Donc on a une organisation tout à fait transparente,
dans laquelle on a une coextensivité, et c'est ce mot qui, je pense, est important dans ce contexte, entre la résidence, l'exploitation, la propriété et la parenté. Et c'est cette coextensivité entre ces 4 domaines qui va entrer dans la loi. Et pour tout groupe aborigène qui veut revendiquer une terre foncière, une propriété foncière, il sera nécessaire, à partir de 1976, de démontrer, constituer une société dans ces termes. C'est cette démonstration-là qui va être attendue des aborigènes d'Australie. Alors, sur cette carte, vous voyez tout ce qui est en vert clair, vous ne voyez pas très bien la différence, tout ce qui est en vert clair a effectivement donné lieu à des revendications et sont des territoires qui ont été retournés aux aborigènes. Alors, il faut savoir que ça paraît énorme, la proportion paraît énorme. Ceci étant dit, le territoire du Nord est à 90% habité par des aborigènes. Donc, et des grandes parties sont des déserts, donc proportionnellement, ce n'est pas, vous allez le voir sur la nation entière, sur l'Australie entière, que la proportion est relativement faible, in fine. Ceci étant dit, cette deuxième étape permettait aux aborigènes d'avoir ce que j'aimerais appeler une propriété forte. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient pu démontrer, je vais revenir un petit peu lors de la troisième étape sur les processus de démonstration, qui sont relativement complexes. Mais dans ce contexte-là, on peut dire que dans la deuxième étape, qui est le Land Rights Act, limité au territoire du Nord, la propriété est forte dans le sens où il donne le droit aux aborigènes d'exclure l'accès à d'autres groupes, même si elle est inaliénable. C'est-à-dire la propriété inaliénable dans le sens où les individus ne peuvent pas la vendre, les groupes ne peuvent pas la vendre, il n'y a pas compensation possible. Néanmoins, ils ont l'ensemble des droits qui sont attribués à tout habitant de l'Australie sont valables également dans ces territoires-là, ou dans cette propriété forte-là. Troisième étape, très rapidement, pour arriver à l'ethnographie qui est plus intéressante, mais comprendre ce contexte est fondamental pour voir après comment les aborigènes vont dialoguer ou non avec ces contraintes. La troisième étape sera un autre cas de justice, je ne vais pas rentrer dans les détails, ou très rapidement on appelle ça le cas Mabo, un autochtone des îles du Torres qui se trouve juste au nord de l'Australie, mais qui appartient à l'Australie, qui est un activiste, un syndicaliste activiste, qui travaille dans les cannes à sucre, et qui se voit interdire par l'État du Queensland le retour sur son île, par peur qu'il engrange des mouvements de protestation, d'indépendance, etc., se voit interdire le retour sur son île, et donc il porte plainte contre l'État du Queensland, finit par gagner le cas devant la Haute Cour, la Cour fédérale d'abord et la Haute Cour, et en 1993, et fait inscrire dans la jurisprudence l'idée qu'il n'est pas possible, la prononciation du juge est relativement claire, il n'est pas possible d'interdire l'accès à la terre à un autochtone dès lors qu'il peut démontrer être le propriétaire ou l'antécédent légitime de ce même foncier, c'est-à-dire empêcher quelqu'un de rentrer chez soi. Ce qui va donner lieu au National Native Title Act, qui lui, au contraire du premier, est valable sur l'ensemble de l'Australie, Title Act qui sort en 1993, qui va donner donc la possibilité à tous les groupes aborigènes de l'ensemble du continent de revendiquer une antécédence et une propriété foncière, qui va reprendre les termes de la deuxième étape, donc l'idée de construction d'une société fondée sur les principes radcliffe-browniens, mais qui va affaiblir finalement cette propriété en ne procurant qu'une propriété faible, c'est-à-dire dans le sens où les aborigènes qui arrivent à revendiquer et à ce qu'on leur rapatrie finalement l'autorité foncière ne peuvent y exercer que des droits ou des pratiques qu'ils exerçaient au moment de la colonisation. C'est-à-dire un groupe aborigène ne peut pas, par exemple, légitimement, sur son territoire foncier qu'il aurait récupéré,
créer une société minière, puisque l'activité minière n'est pas antérieure à, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, n'est pas antérieure à l'occidentalisation. Elle ne peut pas, par exemple, interdire l'accès au territoire, puisque les sociétés traditionnelles aborigènes, avant la colonisation, connaissaient des transhumances et des migrations relativement importantes, etc., etc. Donc dans ce processus, chaque droit individuel doit être démontré devant la Cour. Alors très, très rapidement, en 2 mots, comment se passe ce processus? Donc, je vais y revenir plus tard, plus dans le détail, mais peut-être les principes de la notion de société que j'ai évoquée tout à l'heure, telle qu'elle est inscrite dans la loi, et qui me semble un point important pour mieux comprendre la suite. La société, une société selon les termes de la loi, de cette nouvelle loi, donc, de 1993, reconduite à partir de la 2e étape du Land Rights Act, est relativement simple. Pour pouvoir revendiquer un territoire foncier, un groupe aborigène doit démontrer constituer une société. Et cette société est définie selon 3 termes, ou 3 processus, 3 éléments. Le premier est celui de savoir ou pouvoir démontrer avoir possédé ou avoir été organisé par des droits et des obligations coutumiers au moment de la colonisation. Le deuxième critère, donc, c'est démontrer qu'on a une organisation sociale, en gros. Le deuxième critère est celui de montrer que la société telle qu'elle existe aujourd'hui n'est fondamentalement pas différente de la société au moment de la colonisation. C'est-à-dire que si les contenus des pratiques ont pu s'adapter à la modernité, la structure des pratiques ne peut pas avoir changé. Je vous donne un exemple très simple. Si les gens chassaient le kangourou à la lance, jadis, si aujourd'hui ils le chassent toujours, mais avec un fusil, ça ne pose pas de problème dans les termes de la loi. Ce qui pose problème, c'est si la redistribution de la viande ou si les droits de chasse sur un territoire ont été modifiés. Donc c'est la logique, c'est la structure de l'organisation sociale qui doit perdurer dans le temps. Et troisième élément, les individus qui aujourd'hui revendiquent l'assise foncière, la propriété foncière, doivent être des descendants directs, selon le principe unilinéaire, et si possible patrilinéaire, des ancêtres qui ont occupé ce même sol à l'époque de la colonisation. Donc vous voyez bien que dans toute cette démonstration, c'est essentiellement l'anthropologue, l'archéologue éventuellement et le linguiste qui vont contribuer à monter, à créer un dossier pour démontrer la continuité de la structure de l'organisation sociale et démontrer la filiation directe entre les ancêtres et les personnes d'aujourd'hui. Donc je voulais citer très rapidement, mais c'est peut-être pas la peine parce que j'ai exposé déjà les principes. Si vous voulez, la grande loi nationale depuis 1993 qui organise, qui est finalement la loi qui gère le rapport, non seulement par rapport à la terre, mais plus généralement entre l'État et les minorités aborigènes, reflète ou reprend finalement le système unilinéaire Radcliffe-Brownien, puisque c'est celui qui est le plus intelligible, le plus compréhensible d'un point de vue cognitif, juridique, social, culturel, du point de vue du juge, qui lui sera nécessairement inscrit dans une historicité occidentale. Avant d'arriver à l'ethnographie, je vous montre rapidement les revendications foncières qui ont eu lieu sous ce deuxième texte. On va y voir tout à l'heure. La région dans laquelle j'ai travaillé, c'est celle-ci. Vert foncé, ce sont des droits fonciers qui ont été récupérés dans leur intégralité, c'est-à-dire l'ensemble des droits ont été récupérés. Dans les verts clairs, les droits ne sont que partiels. Et moi, j'ai travaillé dans cette région-là. C'est une des régions. Donc, les revendications foncières ont été où le foncier a été retourné au groupe aborigène en plusieurs étapes ces dernières 10 années. J'ai été fortement impliqué dans ces revendications, la raison pour laquelle je n'ai
que récemment pu publier sur les questions foncières pour des raisons de confidentialité juridique. Bon. Donc vous voyez que finalement les proportions des revendications sont relativement faibles et sont pratiquement exclusivement limitées à des régions désertiques. Voilà le contexte global de la manière dont le regard, d'un des termes de cette équation de la reconnaissance, ce méta-rapport, comment le regard ou la conception juridique et occidentale par rapport au rapport aborigène foncier a évolué dans le temps. Je passe maintenant à mon terrain plus particulier, au désert de l'Ouest, qui, comme vous l'avez vu, a donné lieu à des revendications successful, comme on dit chez les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'ils ont pu récupérer leurs terres. Et je vais essayer de décortiquer un petit peu à la fois le rapport à la terre tel qu'il peut être perçu et traduisible en des termes de la loi, mais également le rapport tel qu'il est représenté en interne, j'allais dire en interne, par les aborigènes eux-mêmes, en dehors de ce rapport de force qui est celui de la revendication. 2-3 mots sur le désert de l'Ouest, qui est toute la région grisée, là, ici. Donc, c'est le plus gros bloc culturel australien. Hein, vous avez un certain nombre de blocs culturels où les affinités à la fois linguistiques, culturelles, sociales sont des critères de distinction, si vous voulez. Le désert de l'Ouest est le plus grand bloc culturel, couvrant à peu près 600 000 km², essentiellement composé de régions désertiques, 3 déserts, Great Victoria, le Gibson et le grand désert Sandy. Moi, j'ai travaillé un peu auprès de l'ensemble des groupes, mais plus particulièrement avec les Ngadara qui se trouvent ici, les Pintupi juste au-dessus, les Ngadara qui se trouvent près de la mission de Warburton et les Pitjantjatjara qui se trouvent dans l'état de l'Australie du Sud. C'est une région assez particulière puisque c'est probablement la seule région en Australie où la définition classique des chasseurs-cueilleurs fonctionne. On n'est pas obligé de la remettre en question puisque si on pense que les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont des sociétés nomades, sans domestication, sans sédentarisation, avec un nomadisme, une faible densité démographique, une organisation politique acéphale, une division sociale du travail qui est fondée sur la division sexuelle, etc. Bon, toutes ces définitions classiques des chasseurs-cueilleurs, elles sont tout à fait fonctionnelles dans le désert de l'Ouest. Pour d'autres régions australiennes, on aura beaucoup plus de problèmes pour identifier ce genre de critères. Vous avez dans cette région-là les Yungu, par exemple, qui sont ici, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les Yungu, certains anthropologues parlent de 20 km de nomadisme par an, ce qui est guère un véritable nomadisme. Au sens de la définition. Alors que dans cette région-là, vous avez les gens marcher jusque dans les années 1950-1970, ça dépend un petit peu des régions, marcher jusqu'à 20 km par jour, vivaient dans des petits groupes familiaux, normalement une famille nucléaire, auxquels on pouvait se joindre éventuellement une veuve ou un veuf, quelques enfants adoptés, mais des familles nucléaires relativement isolées les unes des autres, qui se rencontraient régulièrement pour effectuer des rituels dans ce que j'appelle des groupes régionaux, et non pas des groupes locaux, donc à distinguer de l'idée rakipandienne, où des échanges avaient lieu, mais qui étaient néanmoins, des groupes régionaux qui étaient néanmoins exogames, qui allaient chercher au loin les alliances maritales, et qui fonctionnaient non pas sur l'idée d'une entité tribale dans laquelle on aurait une fermeture des frontières délimitables, mais des petits groupes qui fonctionnent en termes de réseau avec des échanges relativement fréquents et importants qui n'impliquent pas toujours les mêmes interlocuteurs. Donc, ces groupes du désert de l'Ouest ont connu des contacts avec l'Occident relativement récents. Dans ces frontières, à partir des années 1930, où quelques missions commencent à s'installer,
mais au cœur, dans cette région-là où j'ai travaillé, à partir de 1954, suite à des essais nucléaires et des essais de lancement de missiles balistiques, où l'Occident pénètre dans ces régions qu'il pensait inhabitées, où les premiers contacts se mettent en place. Ce qui est relativement intéressant, bien évidemment, pour l'anthropologue qui arrive sur le terrain au début des années 1990, puisque les gens qui ont connu les premiers contacts sont encore vivants et on peut tenter de reconstruire une organisation sociale, une organisation territoriale telle qu'elle préexistait à la sédentarisation forcée qui a eu lieu à partir des années 60 et 70. Donc, dans le désert de l'Ouest, très rapidement, et comparer ça toujours au système Radcliffe-Brownien que je viens d'évoquer, nous n'avons pas d'entité tribale finie, terminée sur elle-même, englobante, si vous voulez, puisque ce sont plutôt des groupes linguistiques, des groupes dialectaux, des groupes qui parlent certains dialectes proches, plus ou moins proches les uns des autres, mais ces dialectes-là ne sont pas une caractéristique des êtres humains, des hommes, sont une caractéristique du territoire ou de sites particuliers. Les gens sont des nomades et dès lors où on bouge d'un endroit à un autre, les gens adaptent également le dialecte au parler local dans lequel ils se situent. Ce sont des groupes qui, au contraire d'autres blocs culturels, ne connaissent pas de clan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée d'un ancêtre mythique qui serait à l'origine d'un groupe de descendance. Ce sont également des groupes, et là je vais arriver au foncier, dans lequel l'idée ou la notion d'héritage ou de transmission de génération en génération de droits et d'obligations n'est pas palpable. Et là, je vais aborder plus directement la question foncière. En fait, je pense que dans ce contexte, dans le contexte du désert de l'Ouest, probablement au-delà, il y a deux manières de s'intéresser à la question foncière ou d'interroger la question foncière. La première, légaliste, formaliste, mais également celle d'une anthropologie classique en Australie, est celle de s'interroger sur le rapport entre les individus par rapport à la Terre, et non pas le rapport des individus à la Terre. C'est ces questions-là, ou c'est la réponse, sont les réponses à ces questions-là, qui vont permettre de traduire une organisation sociale autochtone en des termes compréhensibles par la loi. La deuxième approche, c'est celle de s'interroger sur le rapport des hommes à la Terre, ou le rapport entre les hommes et la Terre, sans nécessairement et a priori particulariser ou atomiser ce rapport, c'est-à-dire sans partir a priori de l'hypothèse que le foncier est une catégorie ontologique distincte de l'humanité. Une position très très différente de l'interrogation originale. Si pour l'anthropologue, bien évidemment, la réponse à ces deux questions, vous allez le voir, vont être complémentaires, l'une va nourrir l'autre, l'une va complémenter l'autre, dans le contexte de la revendication foncière ou du rapport, du méta-rapport foncier, de la reconnaissance, ce n'est que la première catégorie qui va être traduisible et qui va être compréhensible. C'est-à-dire c'est que les rapports entre les individus par rapport à la chose et non pas le rapport entre les individus et la chose elle-même. Je vais essayer maintenant de expliciter quelques réponses ou quelques éléments ethnographiques par rapport à chacune de ces deux questions. Je l'ai dit, donc première chose, le rapport entre les individus par rapport à la chose, par rapport au foncier. Je vous l'ai dit, le désert de l'Ouest ne connaît pas l'idée d'héritage, de transmission de patrimoine. C'est-à-dire qu'un individu, un individu n'hérite pas un droit, n'hérite pas des obligations, ni foncières, ni sociales, ni rituelles, ni culturelles, ni quelles qu'elles soient, de son appartenance à une lignée. Son père ne peut pas lui transmettre
dans ce sens ses responsabilités foncières ou des obligations sociales et culturelles. La filiation foncière, l'idée d'appartenance à un territoire ou l'idée d'appropriation d'un territoire, j'y reviendrai, est construite autour d'événements individuels au cours de la vie de chaque individu. C'est par l'accumulation de ces événements individuels que les individus vont se construire une assise, j'allais dire, de pouvoir, une assise politique, une assise de responsabilité, une assise de droit sur des territoires particuliers. Ces différents critères sont, si l'idée générale d'identifier l'événementiel individuel ou de déclarer l'événementiel individuel comme étant celui qui va produire une assise foncière peut sembler vague, en réalité, les critères sont relativement bien définis et sont relativement explicites. Le premier, par exemple, celui du lieu de naissance. Le moment où on va toucher pour la première fois à la terre, le moment où on va être enfumé par sa mère, le lieu où on va être enfumé par sa mère, où on va donc recevoir un premier nom qui va rester secret toute la vie, même à l'individu lui-même, il ne connaîtra pas. Mais ce nom sera lié à ce lieu de naissance. Donc, le lieu où on va laisser une trace sur la terre va être le premier lieu, si vous voulez. Et en fait, il y en a un qui vient auparavant, mais j'y reviendrai plus tard parce que c'est le plus important, va être quelque part le premier lieu tangible qui va donner un droit à cet individu sur le site en question et les environs de ce site. Le deuxième critère explicite est celui où la corde ombilicale va sécher et va tomber. Après quelques semaines, le cordon ombilical sèche, tombe et elle est enterrée près d'un site particulier. Et ce deuxième site, qui, vous l'aurez compris, n'est pas nécessairement le même que le premier, c'est ce deuxième site qui va donner une deuxième assise foncière à l'individu en question. Par la suite, troisième élément important, qui est un petit peu plus négociable, moins rigide, c'est celui de la résidence prolongée. C'est-à-dire c'est l'évaluation de la quantité de consubstantialité construite au travers de l'absorption d'aliments qui ont été cuits sur un feu dont le bois provient de sites particuliers. Donc c'est le feu qui crée la nourriture finalement. Le vrai de la nourriture est celui qui est cuit, et celle qui est cuite. Le vrai de la nourriture est le cuit. Le cuit va être ingéré, va fabriquer une consubstantialité qui, elle, sera directement en lien avec le bois et donc le territoire sur lequel ce bois a poussé. Pour vous donner un exemple d'illustration, par exemple, l'adoption. Adopter quelqu'un veut dire rajouter, et le même mot que rajouter du bois sur le feu qui va le nourrir. On a une équivalence à la fois sémantique et culturelle entre l'alimentation par le feu et l'intégration, l'appropriation à la fois foncière, l'intégration foncière et l'intégration sociale. Vous allez avoir autres critères par la suite. Donc là, évidemment, sur la résidence prolongée, on va avoir des discussions, des négociations, des évaluations qui vont ouvrir un champ social de concertation sur les hiérarchies entre les individus. Autre critère important est celui de l'acquisition des savoirs religieux et rituels sur des sites particuliers. Plus un individu pourra exprimer, savoir, revendiquer, connaître les procédures techniques, les procédures très pragmatiques, les étapes qui doivent être entreprises dans un rituel particulier sur un site particulier, et plus son assise territoriale sera renforcée. Les ressemblances corporelles, par exemple, sont un autre point très important. Ressemblances corporelles entre l'origine d'un site, je vais y revenir, c'est-à-dire ce qui a construit d'un point de vue mythique le site, et le corps de l'individu en question. C'est-à-dire si on peut faire un lien entre l'origine d'un site particulier dans la mythologie et ses aspects corporels et le corps de l'individu en question, cet individu pourra revendiquer une assise foncière supplémentaire. Je vais vous donner un petit exemple, ça m'évitera de devoir expliquer comment les sites
reçoivent également des particularités corporelles et comment les sites finalement sont également, ou les sites identifiés sont toujours des sites mythiques. Par exemple, dans les années 60, 1960, c'est un exemple très particulier parce qu'il est révélateur, j'en ai beaucoup d'autres, mais celui-là me semble particulièrement bon. Vous avez, dans les années 60, il y a un homme, un jeune garçon qui naît, dont il manque le bout d'un orteil. Normalement, les enfants qui ont des défauts corporels, à cette époque-là, étaient tués. Sauf que les vieux, reconnaissant ou identifiant cet enfant, vont faire le rapprochement entre cet orteil manqué et un mythe particulier qui a été à l'origine d'un site foncier qui se trouvait à peu près 500 km du lieu de naissance de l'enfant. Ce qui s'était passé dans ce mythe, c'est que l'Échidné mythologique, celui qui a créé un certain nombre de sites sur ces passages, qui a créé la morphologie, certaines morphologies, géomorphologie, à un moment donné, cherchait les préshumains pour pouvoir les initier, pour pouvoir les transformer en de véritables humains. Il arrive à un endroit particulier où des femmes sont assises, des femmes préhumaines donc, sont assises, et il demande à ces femmes où se trouvent les hommes, afin qu'ils puissent les initier. Les femmes l'envoient dans toutes les directions, il ne les trouve pas, le leur en fait, il ne les trouve pas, il revient sur le site, il a un bâton à fouir à ce moment, il commence à taper violemment sur le sol, crée une grosse dépression qui va devenir le site en question, le site d'importance mythique et rituelle, et à un moment donné se frappe sur le pied et son sang coule dans le trou. Il jette le bâton à fouir, les femmes vont s'emparer du bâton, il va devenir un outil féminin, jette le bâton à fouir et disparaît vers d'autres contrées. Et donc les hommes qui ont vu la naissance de ce bébé avec un orteil manquant ont immédiatement identifié, ou rapidement, après négociation identifié, ou fait le lien entre ce mythe-là, c'est-à-dire l'Échidné mythique, et sa réincorporation dans l'enfant en question. Alors que cet enfant est né à 500 km du site particulier, il est devenu la personne la plus importante pour ce site en question. Vous voyez la manière dont on va essayer de trouver des éléments, on va essayer de rassembler, d'identifier des éléments qui sont à la fois naturels, des éléments corporels, des éléments mythiques, on va les faire coordonner ensemble, comme si les êtres humains n'avaient pas encore identifié le sens total que crée cet ensemble mythique de leur espace, dans lequel ils vont progressivement implanter des responsabilités et des individualités. Le plus important, donc vous avez tous ces quantités de critères, le plus important néanmoins dans ces critères-là, ça va être celui de la conception, c'est-à-dire l'idée, le lieu, l'histoire dans lequel un individu, au travers duquel un individu va devenir une personne. Là, il faut que je fasse une petite parenthèse pour expliquer, pour rapidement expliquer comment est pensée la personne ou l'individu parmi les gens du désert de l'Ouest. Chaque individu est composé de 3 composantes, c'est le cas de le dire. La première, c'est le corps, Yanangmu, qui est construit, les os sont construits, sont du sperme du père et la viande, ou les os, le sang et la chair sont construits à partir du sang menstruel de la mère. Première composante. Cette composante est inerte, elle est amorphe, elle ne vit pas. Pour l'animer, il est nécessaire qu'un esprit enfant, ce qu'on appelle des esprits enfants, c'est-à-dire ce sont des bouts de héros mythiques ou d'ancêtres mythiques qui sont restés éparpillés sur Terre, que ces bouts-là, de sites particuliers, identifiés, vivre, résider dans des sites particuliers, pénètrent la mère pour animer le fœtus en question. Et cette pénétration, le lieu de cette pénétration et l'affiliation, l'identification de cet esprit à
à l'héros mythique ou à l'ancêtre mythique va permettre de donner une assise foncière à la personne qui va naître. Donc, si vous voulez, vous avez des esprits enfants qui sont issus de restes mythiques qui ont créé le paysage. Ces restes mythiques n'ont qu'une seule ambition, c'est celle de se redéployer dans un être humain. Ils vont attendre le passage d'une femme enceinte dans lequel ils vont pénétrer pour animer un fœtus qui existe déjà, qui est déjà en cours de fabrication, l'animer et devenir la réincorporation de la partie essentielle de ce mythe. Ce n'est pas une réincarnation à proprement dire, c'est une réincorporation de la partie mythique dans une personne. Ça va être ce qu'on appelle le totem de conception. La troisième composante, qui dans notre cas est moins importante, c'est ce qu'on pourrait traduire par la personnalité, et qui va être introduite dans le bébé quelques semaines après sa naissance, lorsque quelqu'un de la génération des grands-parents, jamais quelqu'un de généalogiquement propre, va s'emparer du bébé, va le masser, va lui parler dans son intimité ses caractéristiques, ses envies, ses ambitions, ses traits négatifs et positifs, et va ainsi modeler la personnalité de l'individu en question. Donc le site de conception, c'est-à-dire celui dans lequel la femme pour la première fois va sentir le bébé bouger, site à proximité de ce site de conception, mais aussi une fois qu'on a identifié quelle pourrait être l'espèce particulière ou l'ancêtre particulier qui a pénétré l'individu, les liens, les sites territoriaux ou les sites géographiques qui sont associés à cet ancêtre mythique vont devenir la propriété ou l'affiliation foncière de l'individu en question. Donc si on met un petit peu l'ensemble de ce critère en parallèle ou ensemble, on voit qu'en fait chaque individu va construire un certain nombre, accumuler un certain nombre de critères, va se construire un millefeuille de droits, de responsabilités, d'obligations également, et que chaque site nécessairement va avoir d'un côté, à chaque site vont être associées plusieurs personnes, et chaque personne va être associée à plusieurs sites qui ne sont pas nécessairement dans le même espace, ce qui contribue, qui ne sont pas nécessairement à proximité des uns des autres, ce qui va contribuer à la mise en place de responsabilités foncières qui doivent être davantage conçues comme étant en réseau ou dispersées, décentralisées, plus qu'une conception foncière dans laquelle on aurait des entités à la fois sociales et des frontières foncières rigides et bien délimitées. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que, bien évidemment, ces critères sont en permanence, un certain nombre de ces critères, peut-être pas le lieu de naissance, pas celui de la corde ombilicale, mais les autres critères vont être des lieux de discussion, des lieux de négociation, des lieux d'identification, des lieux de mise en parallèle, des lieux de pouvoir, des lieux d'émergence d'un champ social d'interaction. Et en fait, ce n'est pas tellement l'affiliation territoriale en tant que telle qui va permettre de construire le collectif, c'est ce champ de concertation qui va révéler, ou de concertation qui va révéler l'appartenance collective. Donc, pour revenir un peu à la question que je posais au début, c'est-à-dire si les sociétés du désert de l'Ouest ne sont pas des tribus en tant que telles, que sont-ils ? Ce sont des collectifs qui se construisent et se déconstruisent d'un point de vue souvent égocentré, en permanence, au travers de négociations, de discussions, de légitimation de leur assise foncière, en mobilisant les critères du millefeuille de l'appartenance sociale. Et là, vous voyez, je vous donne un exemple d'un tableau particulier, peint par une femme aborigène qui, de ce point de vue, d'un point de vue complètement égocentré, donc chaque cercle est un site particulier, les traits, les lignes
entre les cercles sont des routes empruntées pour aller d'un site à un autre, et c'est la perspective égocentrée de son espace d'interrelation foncière et sociale. C'est-à-dire que au moment où elle peint, selon les critères qu'elle a évalués être les siens, qui ont été légitimés au travers de la concertation par autrui, c'est l'espace qu'elle considère être son affiliation foncière. Cet espace-là, 3 semaines plus tard, pourra être changé ou transformé, pourra être distort, pourra inclure de nouveaux sites ou exclure certains sites selon les hiérarchies et les négociations et les concertations qui peuvent avoir lieu dans ce contexte. Dans la deuxième, faut que j'aille un peu plus vite. Dans la deuxième approche, donc là, dans cette première approche, on voit bien qu'en fait, on a des critères relativement objectifs, identifiables, que l'anthropologue peut éventuellement tenter de traduire dans un langage compréhensible dans les termes de la loi, même si les critères qui sont mobilisés sont très loin de ceux qui sont soulignés par la législation elle-même. Mais on peut, la traduction, la translation est possible parce qu'il s'agit de rapports entre des individus par rapport à des sites, et non pas nécessairement des rapports entre des individus et le site particulier. La deuxième question est donc celle de s'interroger sur le rapport ou la représentation que les aborigènes ont eux-mêmes de l'espace, globalement. De qu'est-ce que c'est un espace, de qu'est-ce que c'est un territoire et de qu'est-ce que c'est le foncier. Et dans cette question, on est forcé de constater, on le voit un petit peu dans ce tableau également, forcé de constater que dans la conception autochtone du désert de l'Ouest, l'espace en tant que tel ne fait pas sens. L'espace n'est pas quelque chose de reconnu. La seule chose, ça me rappelle beaucoup les stations de métro, en fait, prendre le métro à Paris. C'est-à-dire que l'entre-deux stations n'a pas de sens. Est un lieu de discussion avec les gens avec lesquels on voyage, est un lieu de perte de temps, est un lieu de tout ce que vous voulez, mais n'est pas un lieu dans lequel on va ancrer l'humanité, l'individualité, par rapport à une extériorité qui se trouverait en dehors du train. Ce qui compte, ce sont les stations, c'est l'arrêt. Et l'espace, la conception de l'espace autochtone dans le désert de l'Ouest reflète ou correspond tout à fait à cette vision-là de la structuration d'un continuum dans lequel finalement l'entre-deux n'existe pas. L'entre-deux n'a pas de sens. L'entre-deux est un lieu où on passe du temps, où on ramasse éventuellement des aliments, où on chasse, mais n'a pas de sens sémantique, ontologique dans la représentation ou dans la construction de l'assise et de l'identité autochtone. Ce qui va être relevé uniquement, ou ce qui est relevé uniquement, ce qui est nommé, ce qui va recevoir un nom, une identification, une histoire, ce sont des sites individuels. Et ces sites individuels, avec bien sûr leur aire d'influence, si vous voulez, mais c'est le site en particulier, il va refléter en même temps plusieurs choses. Une multidimensionnalité et une multitemporalité en même temps. Ces sites en question, je l'ai évoqué rapidement au travers de l'exemple de cet homme né avec un orteil manquant, ces sites sont d'abord des lieux, des épisodes particuliers d'histoire mythique. La Terre était amorphe, les ancêtres mythiques l'ont occupée, sous forme humaine ou sous forme animale, parfois, rarement sous forme végétale, parfois des phénomènes naturels. Ils ont, au travers de leur voyage, vécu un certain nombre d'expériences. Ces expériences ont donné lieu ou ont fabriqué la Terre telle qu'on l'observe, c'est-à-dire l'ont structurée, ont créé des montagnes, ont créé des cavernes, ont créé des arbres, ont créé des rivières, ont structuré l'espace au travers de ces événements qui vont devenir des lieux nommés à la fois pour les humains, à la fois en citant le nom de cet ancêtre mythique qui aura fabriqué le lieu particulier, mais également au travers de la règle ou du trait sociologique qu'il va mettre en place dans ce site. Par exemple, pour revenir sur le même exemple que j'ai cité tout à l'heure, le site important dont l'homme avec l'orteil manquant est devenu la réincarnation, la réincorporation mythique,
et le site initiatique du groupe des Naartotala que j'ai évoqué tout à l'heure, et le site principal initiatique, duquel les premiers hommes sont sortis suite au sang qui a coulé le héros mythique. Et donc, on va pouvoir se faire référence, les gens vont faire référence à ce site particulier, à la fois en nommant l'ancêtre mythique, à la fois en nommant l'initiation elle-même, l'événement qui a eu lieu, à la fois en nommant la règle sociale particulière qui est associée, c'est-à-dire que tout être humain masculin doit être initié, et à la fois en nommant les individus qui peuvent légitimer une assise foncière sur ce site particulier. C'est-à-dire que dans la représentation des aborigènes du désert de l'Ouest, il y a une polysémie autour de ce site, il y a une sorte de condensation autour de ce site qui fait que je peux nommer une personne, je peux appeler une personne en disant « initiation masculine, viens ici ». Ou je peux nommer le site en question, on va aller sur tel site, en nommant le nom personnel de la personne. Il y a une confusion totale entre les événements mythiques et les règles qui ont été mises en place à l'époque sur des sites particuliers, entre les événements des individus qui sont pensés réincarner cette histoire mythique ou qui peuvent légitimer une affiliation, et entre les événements individuels, entre les événements mythiques, entre les individus eux-mêmes et les ancêtres mythiques. Dans ce sens, si on observe à nouveau ce tableau, vous voyez que ça confirme quelque part ce que j'ai envie d'appeler la verticalité de l'espace, c'est-à-dire que l'espace n'est pas horizontal, le foncier n'est pas horizontal dans ce sens-là, il est horizontal dès lors où on a la première approche, c'est-à-dire où on s'interroge du rapport entre les individus par rapport à un site, mais il devient horizontal, multidimensionnel et multitemporel dès lors où on s'intéresse à la sémantique qui va permettre d'interpréter ou de créer le lien, de légitimer le lien, d'expliquer le lien entre les individus et un site particulier. Vous voyez que les liens, les routes entre ces différents sites sont pratiquement équidistants, qu'il n'y a aucune distorsion, que l'entre-deux finalement disparaît, et les seuls éléments qui sont ressortis ou que font ressortir les aborigènes dans leur représentation de l'espace sont bien évidemment, ou sont évidemment les sites particuliers qui sont nommés, qui correspondent à la fois à des personnes, qui correspondent à des règles sociales, qui correspondent à des ancêtres mythiques et qui correspondent à des obligations et à des droits particuliers. J'aimerais illustrer ce rapport particulier ou cette confusion entre à la fois les individus, les sites, les relations entre les individus et le rapport à l'initiation, le rapport à l'ancestralité et au concept mythologique au travers d'un autre petit exemple, une autre petite anecdote qui est la suivante. Très tôt, lors de mes premiers terrains, je me suis intéressé essentiellement à la parenté, dans un premier temps, et donc un des travaux, c'était celui d'écrire, d'enquêter sur et de décrire les généalogies, les rapports individuels entre les personnes. Les aborigènes avec lesquels je travaillais ont très vite compris comment je travaillais, c'est-à-dire que j'utilisais des petits cercles, des petits triangles, des petites lignes pour exposer les liens entre les personnes. Et les gens ont répondu à cette manière de faire en traçant ces liens généalogiques, lorsqu'ils me racontaient leur généalogie, sur le sable avec des petits bâtons. Évidemment, j'étais encore en acquisition de la langue, je suis relativement lent dans la prise de notes, ça prend du temps, et les gens allaient très vite sur le sable, dessinaient très rapidement sur le sable les relations, de manière trop rapide à ce que je puisse véritablement intégrer les relations généalogiques qu'ils étaient en train de m'expliquer et de m'exposer. Et donc, souvent, je leur demandais de redessiner sur le sable telle ou telle relation, de me réexpliquer, etc. Devant cette impatience, qui est à la fois la leur et mon incapacité et leur impatience, les gens se sont emparés de mes carnets et ont finalement dessiné directement sur le papier les relations généalogiques qui m'intéressaient et qu'ils voulaient m'expliquer.
Donc ça, c'est un exemple d'une relation généalogique particulière. Alors, elle n'est pas tout à fait conforme à la représentation professionnelle anthropologique, mais néanmoins, elle met en relation, par des lignes et des cercles, un certain nombre d'éléments qui sont Picata, qui est une épouse, Ego se trouve en bas, la personne qui dessine se trouve en bas. Picata est une épouse promise lors de l'initiation. C'est la fille du beau-père initiateur Waputu, qui lui est un mari classificatoire, pas réel, de la deuxième personne importante lors des initiations, qui est la belle-mère Pampulpa. Donc on a une relation, un graphisme qui représente relativement bien, finalement, les relations généalogiques entre les personnes, l'affiliation entre le beau-père et l'épouse, le mariage entre Ego et son épouse, et les liens avec sa belle-mère et son beau-père, ainsi qu'entre la belle-mère et le beau-père. Donc tous les liens, l'ensemble des liens qui sont importants dans cette relation-là sont finalement exhibés sont reproduits dans cette iconographie. En réalité, il m'a fallu pas mal de temps avant que je comprenne que l'ensemble de ces représentations n'avait rien à voir, ou avait finalement très peu à voir, ou n'avait pas seulement à voir avec des généalogies, mais étaient en réalité des cartographies. Que ce qui était représenté sur le papier, au travers des positions généalogiques, étaient des sites dans l'espace, sur une carte, auxquels Ego associait ces individus, et que les liens, ce que je pensais être des liens généalogiques, ou des liens de parenté, les lignes, n'étaient finalement rien d'autre que les routes traditionnellement empruntées pour se rendre sur ces sites particuliers. C'est-à-dire que quand la personne me parlait, ou les personnes me parlaient, et c'est un exemple, mais j'en ai de multiples, quand les personnes parlaient de relations de parenté, de relations à l'initiation, de relations à une épouse promise, ils parlaient de géographie. Ils parlaient certes d'êtres humains, mais ils parlaient essentiellement de géographie. Ils parlaient essentiellement de sites particuliers, de sites ou d'un ensemble de sites particuliers perçus d'un point de vue égocentré. C'est le point essentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas un territoire, une conception de territoire qui est valable pour tout le monde. C'est un territoire valable pour une personne à un moment donné de son histoire personnelle. Mais ça va construire les sites, les lieux avec lesquels il a des liens, par rapport auxquels il a des droits et par rapport auxquels il a un certain nombre d'obligations. Donc cette confusion, si vous voulez, qui n'est pas une confusion, qui est une confusion pour l'anthropologue, mais qui n'est pas une confusion pour les gens eux-mêmes, entre, d'un côté, des histoires mythiques qui ont créé les sites, et c'est parce que les histoires mythiques les ont créés que ces sites existent. Et l'entre-deux n'existe pas. Entre cette relation-là, les règles sociales, les obligations, les interdits également, qui sont associés à ces différents sites, selon les événements mythiques qui ont eu lieu. Mais les individus, mais aussi avec les individus qui, eux, sont nés sur ces endroits-là, ou ont été conçus sur ces endroits, ont des obligations et des droits sur ces endroits particuliers, ainsi que les événements particuliers qui vont construire, qui vont permettre de construire le rapport entre l'individu et ces différents sites, sont pensés, représentés comme une géographie de l'espace et non pas comme des relations entre des gens par rapport à des personnes. Je passe maintenant à ma troisième partie, je vais essayer d'aller un peu vite, qui est celle de voir maintenant comment on peut essayer de faire cohabiter, combiner, rendre intelligible, intercompréhensible, d'un côté un système que j'ai résumé de manière trop grossière, qui est relativement, vous l'avez compris, relativement complexe, dans lequel finalement l'assise foncière, l'assise territoriale n'est pas une donnée a priori, n'est pas quelque chose de transmis, mais quelque chose qui est construit, repensé en permanence, une perspective de l'espace qui est toujours égocentrée et non pas sociocentrée. Comment on peut essayer de traduire ce genre de choses, ce genre de phénomène, dans les termes de la loi, dans les termes de la revendication foncière et dans les termes de cette reconnaissance et de cette triangulation complexe entre l'État,
et la légitime revendication aborigène de pouvoir exister, continuer à exister tout court, et en particulier sur le territoire qui est le leur. Et on est bien évidemment obligé dans ce contexte, lorsqu'on est anthropologue et qu'on contribue à la formalisation de cette traduction, de cette translation, obligé de procéder à un aplatissement de cet espace vertical. C'est-à-dire de ne prendre en compte finalement que ce qui constitue l'espace en tant que tel et la manière dont, d'un point de vue accessible et acceptable par le droit, les rapports des aborigènes entre eux, avec leur terre, peut être traduit comme étant un rapport entre les aborigènes par rapport à leur terre. Et on est obligé, dans ce contexte-là, de repenser ou penser l'idée de société dans les termes de la loi et de faire entrer une organisation sociale peu compréhensible en termes Radcliffe-Browniens. Je vous rappelle, on n'a pas d'unilinéarité, on n'a pas de descendance, on n'a pas de frontières foncières, on a une conception foncière qui est égocentrée et qui n'est pas sociocentrée. Et comment on peut traduire ce genre de choses en tant qu'anthropologue en des termes acceptables de la loi? Et on est obligé, dans ce processus, de découpler finalement l'humain du mythique et même du géographique. Et de s'asseoir sur les interrelations individuelles, qu'elles soient généalogiques ou qu'elles soient autres, et de légitimer au travers de ce processus de quelle manière est-ce que le rapport au foncier construit ou permet de construire une société. Et la réponse est finalement relativement simple et doit être pragmatique. Dans la construction de la revendication foncière, telle qu'elle a finalement abouti par rapport à l'État, il a suffi, en négociation avec les aborigènes, de finalement transformer ce qui est une fréquence sociale en une règle sociale. Ce qu'aucun anthropologue n'a le droit de faire. C'est-à-dire d'interpréter des occurrences ou des co-occurrences d'affiliation foncière comme étant des principes de droit coutumier et non comme étant le produit de la vie et des événements individuels. Je vais donner un exemple très, très simple. Ce qu'on est obligé de traduire ou de transformer, c'est de voir ou d'apercevoir qu'il est bien évident qu'il y a des grandes chances qu'un fils ne soit pas né très très loin d'un site où son père a été né. Et que même si la perception égocentrée de cet espace est très différente entre le père et le fils, même si les droits et obligations sont très différents, il est possible finalement, ce qu'ont fait beaucoup d'anthropologues pour beaucoup de régions en Australie, de construire des ensembles sociaux qui se fondent sur des co-occurrences d'événements. Le fait qu'une série d'hommes sont nés dans des sites proches les uns des autres, et de construire ainsi, ou de traduire ainsi, ce qui est une fréquence possible, une probabilité, en une règle culturelle. C'est une opération qui est fallacieuse, c'est une opération anthropologiquement non saine, néanmoins acceptable dans la législation, mais qui a des conséquences majeures, qui a eu des conséquences majeures sur la conception des aborigènes eux-mêmes, sur leur rapport au foncier. Puisqu'il faut vous rendre compte que des revendications foncières prennent 5, 6, 7 ans, sont des négociations intenses, permanentes, entre, d'un côté, des avocats, des anthropologues, des linguistes, des archéologues et les sociétés autochtones, les groupes autochtones eux-mêmes, avec un seul objectif qui est celui de revendiquer le foncier, bien évidemment, quoi que soit le prix. Et donc, au travers de ce processus de formalisation et de revendication et de cristallisation de critères acceptables dans la loi, et
au travers de la sédentarisation également qui a eu lieu de manière croissante, finalement, les aborigènes en viennent eux-mêmes à penser leur rapport à l'espace dans les termes de la loi et non pas dans les termes de leur propre cosmologie ou de leur propre ontologie. On a eu un phénomène, là, dans les régions où j'ai travaillé, ces dernières 10 années, on a eu un phénomène très fort et puissant de communautarisation, finalement, des sociétés, c'est-à-dire que les sociétés qui ont été, les groupes qui ont été sédentarisés et qui ont revendiqué en tant que communauté un espace foncier se pensent aujourd'hui comme une communauté consubstantielle de co-appartenance et de co-résidence, ce qui est totalement étranger à une conception pré-revendication foncière. On a une conflation aujourd'hui entre groupe de parenté et résidence. On a aujourd'hui finalement le modèle radcliffe-brownien qui se met en place. Parce que les gens qui cohabitent dans des communautés établies aujourd'hui ont aussi tendance à s'intermarier entre eux pour renforcer cette communautarisation. Et on a finalement une monotonisation totale de l'espace, dans lequel les revendications et les affiliations foncières sont aujourd'hui non plus, si je vous remonte celui-là, ne sont non plus distribuées sans prendre en compte les distances entre les lieux, mais en accentuant l'importance de l'interrelation et de la diversification des assises et des affiliations territoriales, on a une monotonisation de l'espace général tel qu'il apparaît dans la représentation aborigène pour la concentrer autour de ces communautés revendiquées par elles-mêmes. Et l'examen est très simple, la preuve est relativement simple. Je montre ici une carte que j'ai faite des sites dans lesquels les personnes sont nées ou ont été conçues entre les années 1900 et 1970. Entre 1970. J'ai limité ça à l'espace, donc je vous avais dit que les dialectes sont ancrés dans le sol, et j'ai limité ça à cet espace-là dialectal, ce qui ne veut pas dire que les gens ne bougeaient pas au-delà ou ne migraient pas au-delà, ou bien au contraire. J'ai limité ça à cet espace-là, et j'ai simplement indiqué sans faire varier la taille des individus, la taille des sites en fonction du nombre d'individus, donc chaque site peut avoir plusieurs individus associés, et vice-versa. Donc je les ai distribués, je les ai cartographiés. Vous voyez qu'en fait, on a un espace qui est relativement bien occupé, relativement bien distribué. Les espaces où personne n'est né ou ne revendique une conception, tels qu'ici, sont en fait des pures dunes de sable qui ne sont ni traversées, ni habitées, qui n'ont pas d'importance mythique en tant que tel. Donc chaque site est en fait, chaque point rouge est un site mythique pour lequel on trouve, pour les personnes nées jusqu'en 1970, une affiliation foncière première au travers de la naissance et au travers de la conception. Donc on a une occupation de l'espace et on a une révélation d'un collectif qui va se distribuer dans un espace relativement bien réparti. Et maintenant, regardons après 1970, donc le début des sédentarisations, et suite au processus de revendication foncière, cette même distribution des lieux de naissance et des lieux de conception, où vous voyez que finalement l'ensemble des sites, donc il y a beaucoup plus de personnes bien sûr par site, mais vous avez une concentration des sites revendiqués autour des communautés particulières qui ont été établies et sédentarisées. L'ensemble de l'espace, l'entre-deux, les sites qui se trouvaient répartis sur un espace qui occupe à peu près 100 000 km² ont complètement disparu, et avec ceci, bien évidemment, disparaissent également, ou ne sont plus transmises, bien évidemment, les récits mythiques qu'on a avec, la verticalité de l'espace, donc c'est-à-dire la conflation entre les origines mythiques, les règles sociales et les affiliations territoriales, et on a une communautarisation relativement forte de ces communautés-là ces dernières années. Donc, si on reprend la question que je me posais au début, c'est-à-dire la notion de reconnaissance, il est évident que les deux asymétries que Ricoeur mettait en avant se voient confirmées finalement. D'un côté, on en a un qui reconnaît,
et l'autre qui veut être reconnu, et celui qui veut être reconnu est obligé de traduire, c'est lui qui est obligé de traduire, dans des termes ontologiques qui ne sont pas les siens. On l'a vu au travers de ce jardin artificiel, on le voit au travers de la transformation de la fréquence en une règle sociale, de traduire en des termes perceptibles ce qui est compréhensible par le législateur. Et la deuxième asymétrie est finalement beaucoup plus néfaste dans ce contexte de l'évolution sociale et culturelle australienne, en ce qu'on va identifier un critère particulier, qui est celui que je vous exposais comme la fréquence qui devient une règle. On va démontrer une patrilinéarité qui n'en est pas une, mais au travers de la démonstration de cette règle, comme la reconnaissance va reconstruire l'ensemble, le processus de la reconnaissance va reconstruire un tout à partir d'un élément particulier, l'ensemble du champ sémantique et culturel aborigène se voit transformé et est engagé dans des processus d'approximation de leur modèle culturel à un système occidental. Et donc finalement, la reconnaissance produit exactement le contraire de ce qu'elle devrait produire. C'est-à-dire, la reconnaissance ne produit pas une reconnaissance de l'autre pour l'autre et par l'autre, mais finalement est un processus de transformation de l'autre au travers de critères qui sont identifiables par celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire l'Occident en Australie. Je vais m'arrêter là, merci. Merci Laurent, d'abord pour ce tour de force, d'avoir réussi à présenter en un temps relativement bref cette situation particulièrement compliquée de l'asymétrie dans la reconnaissance et dans les affiliations foncières en Australie, qui reflète d'une façon plus générale un processus qui est à l'œuvre dans la plupart des régions de la planète, dans lesquelles l'Occident a installé son régime foncier, la notion d'appropriation qui lui est propre, en induisant des transformations qui aboutissent exactement au même type de phénomène que tu as évoqué. On peut, dans le monde entier, faire le même type d'analyse et montrer comment la réutilisation par des communautés locales des principes juridiques qui leur ont été imposés de façon à pouvoir obtenir une reconnaissance de la part des États aboutit à des transformations profondes de leur rapport à la Terre. Donc c'est une démonstration admirable et je te remercie pour ça. Merci. En plus, elle est vraiment dans l'axe de ce qu'on essaye de faire ici dans ce séminaire et ce que j'essaye de faire dans le cours, qui est d'essayer, au fond, à partir de constats de ce type-là, d'essayer de forger des concepts nouveaux qui permettent, sinon d'échapper complètement au processus, parce qu'on est dans des rapports de force et on est dans des systèmes dans lesquels, effectivement, le dominé cherche à obtenir un minimum de garantie contre les spoliations territoriales vis-à-vis du dominant. Et donc, il est obligé, d'une certaine façon, de se plier aussi au langage du dominant. Néanmoins, si on peut tenter, à travers des transformations conceptuelles, sinon d'échapper complètement à ça, en tout cas de forger des nouveaux concepts qui permettent de rendre plus évident cette situation de domination, ça serait déjà un progrès. Alors j'ai trouvé en particulier admirable la façon dont tu as montré comment la notion durkheimienne, au fond, et ensuite radcliffe-brownienne de la société, comme une association d'humains établissant un contrôle d'un territoire, avait été utilisée par l'anthropologie. Mais en fait, toute l'anthropologie des aborigènes australiens, depuis les origines jusqu'à il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, est animée par ce concept sociocentrique. Comment cette notion avait effectivement à la fois contribué à permettre aux Australiens, aux aborigènes, de commencer à obtenir certains droits et en même temps avait transformé complètement leur rapport au territoire. Et c'est pour ça, par exemple, que ici, je milite pour
à la place d'utiliser le terme de société qui effectivement implique uniquement des humains ayant élaboré entre eux des conventions. C'est tout ce que tu as effectivement défini comme étant la société telle que l'État australien demande qu'elle soit explicitement formulée pour la reconnaître. Je milite pour la notion de collectif, c'est un terme que tu as employé, dans lequel il y a beaucoup plus que des humains, bien sûr. Il y a, comme ici en Australie, il y a des sites, il y a des ancêtres mythiques. Alors, on pourra discuter, c'est l'expression qui est utilisée traditionnellement par l'anthropologie australienne. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure. Je me demande que dans cette réforme conceptuelle, je me demande si dans cette réforme conceptuelle, il ne faudrait pas aussi éviter de parler d'ancêtres mythiques, parce que ce n'est pas des ancêtres, c'est évident, et ce n'est pas mythique non plus. Non. Donc c'est une façon, au fond, aussi de gauchir une réalité. De la même façon, je pense à ces cas que tu connais bien, dans lesquels il y a des procès intentés par des populations aborigènes, parce que des sites totémiques, ou des sites de naissance, ou des sites de conception, enfin des sites en tout cas dont tu as montré l'importance, sont détruits. Et au fond, la terminologie qui est employée dans ces procès, ce sont des sites sacrés, sacred sites. Qu'est-ce que c'est qu'un site sacré ? Ça n'a aucun rapport, évidemment, avec un site sacré tel qu'on l'entend dans le monde occidental. Ce n'est pas le Mont Saint-Michel, ce n'est pas Notre-Dame, ce n'est pas la Kaaba non plus, c'est quelque chose de complètement différent. Moi, j'avais appelé ça des couveuses ontologiques pour l'Australie, c'est-à-dire c'est des lieux où naît et sourd continuellement, comme une source à fleurs, en quelque sorte, des identités qui sont réincorporées, réactualisées dans des individus humains et non humains, d'ailleurs, aussi dans des animaux. Donc ça n'a aucun rapport, évidemment, avec ces notions traditionnelles reconnues par le droit comme les sites sacrés. Alors, j'avais pensé à quelque chose, évidemment, ta partie introductive était très intéressante aussi, puisqu'au fond, la justification d'appropriation par le travail, qui est, avec l'individualisme possessif, la deuxième forme importante de justification d'appropriation dans le droit moderne, et qu'on trouve dans la formulation la plus achevée est chez Locke, et qui ensuite a été récupérée par Blackstone, a été, et puis bien par Adam Smith, Marx, etc., a été d'une certaine façon utilisé. Alors je pense à une remarque faite par... Alors, j'ai un peu oublié maintenant. C'est dans le livre Burning Matters. Tu sais que sur les questions du feu. Et c'est une remarque d'un leader aborigène qui, au moment de l'inauguration d'un parc naturel, qui était aussi le territoire, le lieu de vie de la population qu'il représentait, disait « mais ce n'est pas un parc naturel, ça n'a rien de naturel. Nous vivons non seulement ici depuis très longtemps, alors nous avons les sites, etc. Mais il disait, nous par le feu, nous avons transformé, évidemment c'est les feux de brousse destinés à la chasse, et les feux de brousse, on sait quels sont les effets écologiques des feux de brousse, dans la transformation de la végétation, dans le fait que ça favorise certains types de végétation, etc. Et au fond, il utilisait l'argument du travail. Il disait, au fond, nous avons transformé l'environnement parce que nous avons transformé l'environnement exactement comme le type que tu montrais tout à l'heure disait, maintenant on fait des jardins. On fait des jardins parce que c'est une façon de justifier cette appropriation. Alors, moi, j'avais des questions... j'avais une question qui rend peut-être encore plus compliqué le panorama que tu nous as présenté. On sait que ces êtres du rêve ou ces ancêtres mythiques, quel que soit le nom qu'on leur donne, qui sont à la source de ces identités égocentrées,
se sont déplacés quelquefois sur des distances considérables. C'est-à-dire au-delà de ces groupes dialectaux, entre différents groupes linguistiques. C'est vrai que le terme de tribu est très très malaisé à manier dans le contexte australien, et de sorte qu'ils sont à l'origine d'identités individuelles qui s'étendent sur des espaces absolument considérables et qui ne peuvent pas être découpés selon les territoires tribaux assignés à des sites appartenant à un groupe, disons, de proximité ou un groupe dialectal. Donc la question que je me posais, c'est l'une des nombreuses questions que je me posais, mais la première, en tout cas, c'est celle-là. Comment faire face, pour les aborigènes, à ces questions transfrontalières, si je puis dire, d'intégration d'identité sur des distances considérables qui correspondent aux pérégrinations, en somme, de ces personnages donneurs d'identité. Compliqué. Comment faire face? La question, est-ce que la question s'est posée, d'ailleurs? Bien sûr qu'elle se pose, sauf qu'en termes... Si on prend une approche, ou si on adopte une perspective légaliste, si on est dans ce rapport de la reconnaissance, ces identités qui sont déplacées, disloquées finalement, des identités disloquées, puisque des gens qui vont s'affilier à un même... on va quand même dire ancêtre mythique, effectivement, parce que faute de mieux, des gens qui vont s'associer à un même ancêtre mythique et qui appartiennent pourtant à des groupes linguistiques fort différents et distants, vont trouver des graines d'identité, vont créer une identité au sens mathématique du terme, pas une identité au sens social et culturel du terme. Sauf que cette identité-là, ou cette dynamique-là, surtout dès lors où on accepte l'idée que l'espace et la relation sociale est d'abord quelque chose d'égocentré, même en Australie, et surtout en Australie, je dirais. Sauf que cette approche-là, ou cette perspective-là, est totalement inefficace dans un contexte australien où la loi exige le regard sociocentré et où les identités de personnes qui sont distantes perturbent finalement l'image de la reproduction. Si on revient vite en arrière sur cette carte-là, on va voir tout de suite, regardez voir les revendications foncières, regardez un peu les cartes. Les territoires qui sont revendiqués, ce sont des lignes droites. Je dirais, elles sont totalement abstraites, arbitraires. On est dans là, on va couper ici et on va tirer une ligne, et c'est là qu'on va dire que ça s'arrête. Mais en fait, ça ne peut pas s'arrêter. Dans la conception autochtone, ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas aussi s'arrêter parce que, pour revenir à l'autre point que tu as évoqué, qui est le problème justement de la définition de ces ancêtres et à la fois mythiques, c'est effectivement, on représente globalement la mythologie australienne comme étant un temps ancestral où le monde a été créé. En réalité, et surtout dans le désert de l'Ouest, ce n'est pas comme ça que le conçoivent les aborigènes eux-mêmes. En fait, ce sont deux temps parallèles. Il y a la réalité, ou ce sont deux temps coexistants dans la réalité ou dans le contemporain. L'un, qu'on appelle le temps ancestral, mais en fait existe en même temps que le temps réel, qu'on appelle souvent Tiokurpa dans le désert de l'Ouest, c'est en fait la définition des choses, c'est l'essence des choses, c'est la description, c'est l'essentialisme, le principe d'existence. Et on a en parallèle la réalité qu'on appelle Mularpa, terme qu'on voit beaucoup moins souvent, qui est l'exécution, qui est la phénoménologie, l'existentiel, le côté existentiel de ces choses-là. Et évidemment, d'un point de vue autochtone, d'un point de vue essentialiste, du point de vue Tiokurpa, il n'y a pas de limite. Chaque monde, il y a autant de mondes qu'il y a de perspectives. Mais par contre, dans la réalité, dans le Mularpa, on transforme ces réalités multiples-là en certaines réalités temporaires pour des raisons relativement pragmatiques, etc. C'est comme ça qu'on essaye je pense dans la tête, qu'on essaye de jouer et jongler avec les contradictions inhérentes dans lesquelles ils sont prises. Alors, je voudrais revenir sur la question du droit coutumier. Tu disais qu'il transforme une fréquence sociale en une règle sociale, plus exactement la création d'un droit coutumier en Australie, c'est ce que le droit coutumier n'a cessé de faire partout dans le monde
depuis la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire depuis que des puissances coloniales se sont aperçues qu'il y avait des systèmes, qu'il semblait y avoir des systèmes d'usage de l'espace, des ressources, etc., qui devaient être codifiés et adaptés à un dispositif formel comme le droit. C'est un problème, effectivement, je le disais tout à l'heure, dramatique, parce qu'il se repose absolument partout dans le monde. Il est fossilisé maintenant, quelquefois, dans des principes même constitutionnels. Il se manifeste évidemment dans tous les litiges des tribunaux. Et au fond, la seule chose possible dans l'immédiat, en tout cas pour nous, anthropologues, c'est d'essayer d'accompagner ces processus de façon à ce qu'ils soient le moins dommageables possible pour les populations locales lorsqu'elles nous font part de leur désir de ce qu'on les accompagne, notamment lorsqu'il s'agit de définition de territoires en particulier, tribaux, c'est-à-dire de délimitation, etc., mais tout en ayant conscience que nous avons de façon aiguë, que en se faisant à la fois, nous garantissons un minimum, nous aidons à garantir un minimum de protection contre la spoliation territoriale, et en même temps, nous transformons profondément le système que nous tentons d'aider. Donc c'est un dilemme considérable, et je me demande... Alors, il me semble que peut-être il est plus net maintenant dans des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, plus clairement présentés. Je voulais savoir quel est l'état de la réflexion publique sur cette question. Je pense qu'il n'y a pas de réflexion publique sur ces questions. Ah bon, je pense que le public, si le public est le sens général du terme, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Il y a une négation, finalement, de la transformation qu'on est en train de fabriquer au travers de ce processus de légitimation. Par contre, il y a bien évidemment une discussion très forte entre, je vais dire de manière stéréotypée, des anthropologues du milieu académique, entre guillemets, c'est-à-dire que ceux qui peuvent revendiquer une indépendance clientéliste de ces processus, qui impliquent beaucoup d'argent. Ce sont des énormes sommes d'argent qui circulent, il y a des sociétés minières qui sont derrière, il y a tout un bagage qui va avec cette cristallisation ou ces processus de revendication foncière. Donc il y a une opposition entre d'un côté cette académie indépendante de considération de pragmatiste, j'allais dire, on étudie les choses telles qu'elles sont, en gros, et d'un autre côté, des anthropologues qui, sur le terrain, sont ce qu'on appelle les anthropologues appliqués ou moins impliqués, qui travaillent sous contrat pour des organisations régionales qui, eux, travaillent pour les groupes autochtones. Et bien évidemment, la perspective de ces deux entités de professionnels est très très différente selon la position dans laquelle ils se trouvent, et les affrontements sont souvent très violents. Sur, d'un côté, l'anthropologie appliquée qui, en adoptant ou adaptant les systèmes autochtones au système Radcliffe-Brownien, transgresse finalement l'autochtonie de manière consciente, ne fait pas son boulot finalement, fait son boulot tout en ne le faisant pas. Et de l'autre côté, une académie ou des anthropologues indépendants qui travaillent dans les universités et qui se permettent ou qui se lancent davantage dans des mouvements de refonte ou de reconsidération de l'appareil législatif. C'est-à-dire, d'un côté, des gens qui font avec ce qui existe et des gens qui essayent de transformer les attitudes. Sauf qu'évidemment, quand on est en tant que Français, on est un petit peu dans un contexte, on est un peu dans une situation différente, puisque à la fois on n'est pas dans l'académie locale et on n'est pas nécessairement, ou en tout cas j'ai toujours refusé d'être financé par les sociétés minières ou autres. Et donc on est dans une situation un petit peu intermédiaire dans laquelle on se rend bien compte qu'on fait une sorte de trahison à la science, que cette trahison-là néanmoins est exigée et demandée par les groupes autochtones, qui sont tout à fait conscients des transformations. Je veux dire, on voit la conscience des aborigènes sur qu'est-ce qui est en train de se passer ou
ou sur la représentation que les Occidentaux ont de leur société est extrêmement lucide. Hein. On voit les jardins qui sont construits. C'est avant les textes de loi, c'est-à-dire il faut vite qu'on fabrique une présence physique et matérielle sur le territoire. Le juge n'a pas immédiatement compris la mécanique. Hein. L'ironie de la chose, oui. Donc c'est des situations très très compliquées. Mais au niveau du public, la discussion n'existe pas. Il n'y a pas une remise en question. Je pense essentiellement parce que l'Australie est quand même obsédée par l'idée de se construire en tant que nation. Il y a un État, il y a une institution, il y a l'infrastructure, il y a un territoire. Il n'y a pas un véritable sentiment d'appartenance. Et là-dedans, la question foncière est particulièrement complexe. Un parallèle très intéressant avec l'Amérique du Sud, où les anthropologues se sont trouvés massivement engagés, en particulier dans les années, à la fin des années 60 et au début des années 70. Je pense à la région de l'Amazonie péruvienne en particulier, où il s'agissait, parce qu'on avait, c'était une dictature de gauche, disons à l'époque, dictature militaire progressiste, avait pour la première fois défini des territoires indigènes collectifs. Et il s'agissait pour les anthropologues de garantir, en somme, qu'une population réclamant un territoire était véritablement une population indigène et qu'elle avait véritablement un territoire. Et de fait, ils se sont, en toute conscience claire de ce qu'ils faisaient, livrés à ce genre d'exercice que tu viens d'évoquer, de façon à garantir, encore une fois, contre la spoliation territoriale. Donc la question était de parer au plus pressé. Et les débats ont été assez vifs entre les anthropologues qui se livraient à ces exercices de certification, en quelque sorte, pour le compte du gouvernement péruvien, en l'occurrence, mais ça a été fait en Équateur aussi, et des anthropologues, notamment non nationaux, qui mettaient en évidence le caractère artificiel, construit, et d'une certaine façon quasiment ethnocidaire de ce type de processus. Si je peux rajouter juste un petit... Il y a évidemment toujours... il y a aussi dans ces processus-là, et selon la position qu'on adopte, le danger d'être classé quelque part dans l'anthropologie muséologique. C'est-à-dire, si on essaye de préserver, et non pas d'aller avec the tide of history, disait un juge lors d'une... Donc, est-ce qu'on est une anthropologie, est-ce qu'on essaye d'observer, d'analyser ce qui se passe concrètement, tout en obéissant ou en répondant à un certain nombre de demandes dont on n'est pas nécessairement maître, ou est-ce qu'on essaye de freiner d'un certain conservatisme anthropologique en ralentissant le mouvement? C'est une question éthique à laquelle chacun répondra en âme et conscience, je pense, mais bon, il est effectivement difficile d'aller pendant 20 ans sur 5 ans au total chez les gens et ne jamais rendre un service. Bien sûr. Il y a une question intéressante de ce point de vue-là, c'est que le pluralisme juridique est admis. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas en Australie, mais pour revenir à l'exemple de l'Amérique latine, il est admis dans certains pays d'Amérique latine. Mais c'est un pluralisme juridique qui ne concerne que les personnes et jamais l'appropriation de la terre. Là, il n'y a pas de pluralisme juridique. Absolument. Oui, il y a des droits coutumiers, il y a des cours coutumières en Australie, c'est-à-dire qu'il y a un meurtre. Voilà. Éventuellement, le juge peut envoyer à une cour coutumière s'il existe donc, dans là certaines aussi, régions, un pluralisme mais juridique, pas question de travailler sur le foncier. Absolument. Voilà. Bon, je ne vais pas mobiliser la parole, je suis sûr qu'il y a des questions.